Édouard, c'est bon pour toi? Ok. Eh bien, bienvenue à tous. Merci d'être là. Je vous remercie particulièrement parce que en temps de Covid, c'est difficile de se déplacer. Enfin, c'est devenu difficile. Et c'est très appréciable de vous voir ici en vrai. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu notre stratégie, ou la stratégie de Positive Minders, autour de la déstigmatisation en 2022. Et ça se traduit essentiellement par des actions qui vont se mener pendant les journées de la schizophrénie. Mais on a également tout un tas d'autres activités que vous ne connaissez pas forcément. Et donc, je vais vous présenter d'abord l'association et ce que nous entreprenons et ce qu'on a l'intention d'entreprendre de plus en plus. Je vais également vous résumer très brièvement ce que sont les journées de la schizophrénie, puis on rentrera dans le cœur du sujet, la thématique des journées de la schizophrénie, la stratégie de déstigmatisation et comment on va essayer de travailler avec vous pour atteindre notre objectif. Ça vous convient ? Vous vous sentez libre de poser des questions tout au long de la présentation, même si on aura une partie réponse aux questions plus spécifique à la fin. Alors, Positive Minders. L'histoire, elle remonte déjà en 2004. En 2004, à l'époque, Anne, mon épouse, qui est là, et moi, ainsi que 11 autres familles, on a créé une petite association. C'est un peu la naissance de l'UNAFAM locale en Suisse, autour de Lausanne. Cette petite association, elle regroupe uniquement des gens qui ont suivi Pro-Famille. Et oui, Pro-Famille, à l'époque, se faisait déjà en Suisse, et même nous avons suivi Pro-Famille dans la fin des années 90, comme on dit là-bas. Toutes ces familles se trouvaient face à la maladie assez désœuvrées. Et donc là, le but de l'îlot, il était triple. D'abord, se soutenir, faire en sorte qu'on partage nos compétences, en fait, notre expérience. Il y avait un deuxième axe qui était construire. Construire avec les autres. C'est-à-dire, oui, ça regroupait des proches, mais il y a des patients, il y a des professionnels, il y a des acteurs du médico-social. L'idée de construire, c'était faire des projets ensemble. Puis le troisième axe, c'était déstigmatiser. Et donc la première action de déstigmatisation, elle est née en 2004 avec les journées de la schizophrénie. L'objectif des journées de la schizophrénie, totalement focalisé sur le grand public. Le grand public, les médias. Bon, à l'époque, on partait un peu modestement quand même. C'est-à-dire qu'on distribuait la soupe populaire sur la place de la Palue, c'est-à-dire la place de la mairie de Lausanne. N'empêche qu'on gonflait aussi des ballons verts, d'où le vert que vous voyez un peu partout, qui est la couleur du canton de Vaud, mais qui est aussi la couleur de l'espoir. Et l'idée a été de gonfler ces ballons pour donner un message positif. Ce message positif a été distribué à 800 enfants, et donc le mot schizophrénie est rentré positivement dans 800 foyers pour la première fois pour nous. Et c'est vrai que les gens étaient assez interloqués de voir qu'on pouvait parler positivement, en fait, parler sur un marché d'une maladie comme la schizophrénie. Bon, heureusement, 20 ans sont passés, et aujourd'hui, ça paraît naturel à tout le monde. Quoique. Un peu plus tard, on a eu des événements qui ont mieux marché que la distribution de la soupe populaire et qui ont touché un peu plus de gens. Événements qui ont fait la une des journaux. En fait, la une de 24 heures. 24 heures, vous n'en avez jamais entendu parler. C'est un petit journal local, mais qui a l'avantage d'avoir le même tirage que Le Monde. En tout cas, à l'époque, parce que depuis, Le Monde a progressé, et 24 heures, c'est un peu cassé la gueule.
Ça a créé tellement d'effets. En fait, on a eu 200 adhésions dans la semaine. Et du coup, la petite association de 11 familles est devenue localement une grosse association. Ça a perturbé beaucoup de gens qui étaient là essentiellement pour se faire du bien à eux. Et donc ils ont dit, mais on n'est plus dans une amicale. Ce qui fait qu'on a sorti les journées de la schizophrénie de l'îlot pour que l'association puisse garder une taille humaine, on va dire, mais que les journées de la schizophrénie puissent continuer à prendre leur essor. Un peu plus tard, Anne, qui était vice-présidente des journées de la schizophrénie, s'est dit, tiens, pour les 10 ans, on pourrait parler à un peu plus de monde. Et on a décidé de sortir de notre beau canton de Vaud pour aller dans 5 cantons suisses. Les premiers challenges arrivaient puisque en Suisse, quand on va dans 5 cantons, on est nécessairement confronté à plusieurs langues. Donc il a fallu traduire le matériel en allemand, découvrir qu'on ne parlait pas de la schizophrénie de la même façon de l'autre côté de ce qu'on appelle la barrière de Rushdie. Les Rushdie, c'est des paillassons de pommes de terre. Entre la partie francophone et la partie germanophone de la Suisse, on considère qu'il y a une barrière, et c'est cette fameuse barrière de Rushdie. Mais apprenant, étant ensemble, on s'est aperçu que l'écho était bien meilleur. On a eu des émissions de télévision, plusieurs, on a eu plein d'émissions de radio, on a eu plein d'articles dans les journaux, et on s'est dit, tiens, notre objectif de départ est en train de s'accomplir, puisque on est réellement en train de déstigmatiser auprès du grand public. Ce chemin faisant, on arrive en 2018, où pour la première fois, on lance les journées de la schizophrénie au niveau international. Nous sommes maintenant en 2021, il y a eu plusieurs éditions des journées de la schizophrénie au niveau international, et il est vrai que le succès a été assez fort. Je vous expliquerai son état à aujourd'hui. Il n'empêche que tout le long de ce parcours, il n'y a pas eu que les journées de la schizophrénie. On a lancé d'autres actions. Parce que déstigmatiser, c'est pas seulement parler au grand public à haute voix à travers des médias. Il faut concrétiser les choses des fois. Notamment, il faut le concrétiser dans les écoles. Raison pour laquelle il y a eu en tout cas des tentatives de rentrer dans les écoles, ce qui n'est pas toujours une frontière plus facile à passer que la barrière de Rushdie. Dans ces écoles, l'idée a été de partager, non pas des sujets autour de la schizophrénie, plutôt autour de la santé mentale. Et aussi autour du dérèglement qui peut exister de la santé mentale. Et on s'est aperçu de l'efficacité, en fait. À chaque fois qu'il y avait des cours qui étaient donnés, ou des séances de sensibilisation qui étaient données, on s'apercevait qu'il y avait des jeunes, soit qui revenaient vers nous, soit qui allaient vers les infirmières de santé dans les écoles, soit qui allaient vers les autres acteurs de la santé. L'idée était de sensibiliser, et finalement, la sensibilisation, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire ou secondaire, qui amène en fait à des actions, qui amènent certaines personnes à aller vers les soins, ou leurs amis, ou leurs collègues, à les accompagner vers les soins. Donc quelque chose de très important dans l'idée de Positive Minders, que le soin précoce est indispensable. Nous avons aussi commencé depuis 2007 à enseigner auprès de professionnels. Environ 500 professionnels par année, ça n'a pas beaucoup d'importance le chiffre. Ce qui est important, c'est qu'il y a plein de professionnels qui sont concernés. Quand je dis plein de professionnels, ce sont certains qui sont policiers. D'autres, et donc dans une des filières de formation de la police, il est obligatoire de passer par des cours de sensibilisation, non seulement aux troubles psychiques, mais aussi aux situations d'intervention, aussi bien par rapport
à la personne qui souffre de troubles psychiques que par rapport à sa famille. Il y a eu aussi des formations pour les ergothérapeutes, pour les infirmières en psychiatrie, même si je sais bien qu'en France, il n'y a plus vraiment de formation de psychiatrie pour les infirmières. Nous avons aussi eu de nombreux autres acteurs qui ont été formés à la problématique, parmi lesquels les psychiatres. Alors, les psychiatres, ce n'était pas forcément nécessaire de leur expliquer ce que c'était que les symptômes de la maladie. En revanche, les applications pratiques dans les familles, des fois, c'était quand même des découvertes. Le métier de proche, comme Anne aime à l'appeler, c'est également quelque chose qui est une grande découverte quand on donne des exemples concrets des difficultés qui sont rencontrées au quotidien. Donc la traduction du symptôme vers la pratique. Toutes ces activités ont été hébergées tout au long par la fameuse Association des journées de la schizophrénie, ce qui signifie que les journées de la schizophrénie, qui sont un événement qui a lieu au mois de mars chaque année, faisaient en fait des choses toute l'année et des choses différentes. Raison pour laquelle, en début d'année, nous avons décidé de renommer l'association. On ne change rien à l'événement qui s'appelle les journées de la schizophrénie, mais l'association en elle-même s'appelle désormais Positive Minders. Positif, bon, c'est nous. C'est vraiment notre identité. Nos messages sont toujours, ou du moins on essaye de faire en sorte qu'ils soient toujours positifs. Minders, je ne sais pas si vous maîtrisez l'anglais, mais grosso modo, on peut associer le Minders au gardien bienveillant, à la bienveillance, ce qui est aussi quelque chose qui est assez caractéristique pour nous. Mais bon, dans Minders, il y a Mind, qui est l'esprit, et c'est quand même quelque chose qui nous rattache à notre origine, qui est autour des troubles psychiques. Voilà comment, en début d'année, on a changé de nom. Vous avez ici une petite illustration de notre présence. Ça ne veut pas dire qu'on est présent physiquement, ça veut dire qu'on a établi des partenariats dans ces différents pays, qu'il y a des événements qui se créent au moment des journées de la schizophrénie, qu'il y a des partenaires qui sont engagés et qui suivent les activités ou que l'on aide à réaliser les leurs. Voici notre conseil d'administration. Alors, il est composé au maximum de 20 membres. À l'heure actuelle, sauf erreur, il y en a 16, 17 même, si je compte bien. 17 membres. On a toujours souhaité avoir un équilibre au sein du conseil d'administration avec des personnes qui viennent beaucoup de personnes viennent du monde de la psychiatrie, soit parce qu'ils sont concernés, soit parce qu'ils sont à ce moment-là experts de vécu, soit parce qu'ils sont proches, soit parce qu'ils sont professionnels. Mais on a aussi des gens qui ne sont pas concernés directement. Ils sont experts de communication, experts financiers ou autres. Certains d'entre eux, vous les connaissez, d'autres, c'est plus difficile parce que l'un habite par exemple au Liban ou une autre habite au Maroc. Nous avons pour le moment personne basée au Canada. Nous avons plusieurs personnes basées en France, en Belgique ou en Suisse. Alors si on récapitule ce que je vous ai dit, notre mission, elle s'articule autour de deux objectifs. Et on peut ramener tout ce qu'on fait autour de ces deux objectifs. On va dire que les deux objectifs, c'est précocité et accès aux soins pour tous. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir des barrières d'accès aux soins. Et on ne dit pas que tout le monde doit être soigné. Surtout pas. Mais quand il y a une souffrance, il faut qu'elle trouve une réponse. Et puis, pourquoi précoce? Je l'ai déjà dit, finalement, précoce, c'est pour éviter que des barrières se créent, un bout de la vie se détruise,
que la cellule familiale éclate, ou tout autre effet que peut induire le trouble. Alors, du coup, c'est quoi comment est-ce qu'on peut améliorer ces deux objectifs avec une association comme Positive Minders, qui n'a même pas de locaux, qui n'a même pas un employé, qui est présente dans 12 pays? Eh bien, l'approche qu'on suit, c'est d'être un accélérateur. On ne sait rien faire sans partenaire. On n'est pas là pour accueillir des patients, on n'est pas là pour prendre en charge des familles, on n'est pas là pour travailler avec les professionnels. On est là pour être le petit complément qui fait que chacun arrive plus facilement à ses objectifs, ou on est le petit complément qui fait qu'on rencontre du public. L'idée, c'est qu'il y a des formations qui ont été développées qui sont fantastiques. Et bien, si on pouvait mettre un petit coup d'accélérateur pour, au lieu de former 50 personnes, en former 500, ce serait pas mal. Et bien ça, c'est notre métier. Notre métier, c'est d'être l'accélérateur. L'accélérateur de la communication, l'accélérateur des moyens peut-être, des ressources, du partenariat, l'accélérateur du réseau. Tous ces petits éléments qui peuvent être différents en fonction des personnes, des besoins des acteurs en fait. Alors du point de vue de la déstigmatisation, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est que la déstigmatisation. On essaye de déconstruire un certain nombre de choses. Du point de vue de la formation, on essaye d'améliorer la diffusion de la connaissance. Et puis du point de vue de la recherche, là c'est peut-être un petit peu plus particulier. Est-ce que vous savez tous qu'il y a beaucoup de recherches dans le domaine des troubles psychiques? Oui? Il y en a qui doutent? Non? Vous savez tous qu'il y a beaucoup de recherches? Est-ce que vous voyez beaucoup de transformations dans les pratiques? Non. Il doit manquer quelque chose, parce que je remarque qu'en oncologie, dans le domaine du cancer, vous avez à peine une idée qui n'est pas encore testée, qu'il y a déjà 5 startups qui sont là pour essayer de faire un business avec. Et pourquoi en psychiatrie, il n'y a rien? Alors la recherche, ce n'est pas que des médicaments. Mais tu es d'accord que la recherche, ce n'est pas que les médicaments, heureusement. C'est que les médicaments, tu veux dire? Ouais. Ah oui, non mais c'est le vrai problème. Le vrai problème, c'est que les progrès, ils sont faits ailleurs, et pour autant, la pratique, elle n'a pas changé. Alors, il y a la rigidité, il y a des freins, il y a les modèles économiques, il y a la problématique de la formation, parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui suivent leur formation, qui ne font plus aucune formation après. Il y a plein d'éléments, en fait, qui sont nécessaires pour arriver à faire bouger plus rapidement. Et nous, l'élément qu'on est, c'est qu'on ne fait pas de recherche. En revanche, on fait de la veille pour voir qu'est-ce qui progresse dans le domaine de la recherche. Ce que je dis, c'est la recherche clinique. C'est la recherche appliquée, ce n'est pas la recherche théorique. On est très vigilant par rapport à la recherche théorique, mais malheureusement, quand on fait de la recherche fondamentale, on est très loin de la pratique, et nous, ce qu'on essaie de changer, c'est la pratique. Donc, du coup, c'est un peu moins utile à court terme pour ce qu'on fait. Il y a aussi la question des moyens. On va favoriser les machines aux ressources humaines. Et je pense, moi je fais de la psychothérapie ici. Et donc, quand on recrute des gens, on est très rapidement submergé de demandes. Et pour mettre en place des groupes, des choses comme ça, il faudra une salle, mais il y a d'autres activités qui sont concurrentes et qui passent bien souvent devant en fait. Je suis tout à fait d'accord. Il y a une question des revenus, mais c'est vrai que parfois ça coûte rien de faire un groupe de thérapie, pas grand-chose. Une salle. Si le problème c'est la salle, peut-être que moi je vais trouver une solution avec la mairesse de Paris qui va vous prêter une salle, qui n'a rien à voir avec la structure. L'idée, c'est de voir les choses de façon un peu décalée, de faire jouer le réseau pour faire en sorte que certaines choses puissent se faire. Des fois, il y a des gens qui ont des initiatives pour faire des formations. Ils sont prêts à lancer la formation, puis ils se disent, tiens, il faudrait que j'ai un expert de vécu. Et
Ils n'ont pas le contact avec les experts de vécu. Ils n'ont pas quelqu'un qui puisse intervenir. Bah, nous, notre rôle, ça va être de trouver quelqu'un qui puisse intervenir. Oui. Ouais. Ouais. Alors, tu as raison de poser la question. Ouais. Ouais. Je vais être très transparent. D'abord, un bon bout de l'argent sort de ma poche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Karine, elle est salariée chez moi, perso, et elle travaille à 60% pour Positive Minders. Le reste de l'argent qu'on reçoit vient de deux choses, d'activités qu'on vend. Typiquement, on a monté des formations payantes, ou du moins on a été rétribué dans le cadre de formations, où on a monté un congrès au mois de mars qui a été financé par des grandes universités au Canada. Pour te donner une idée, ce qui sort de ma poche, ça doit représenter à peu près 50 000 € par année. Ce qui sort des revenus générés, ça représente à peu près 25 000 € par année. Et ensuite, il y a une grande fondation qui s'appelle la Fondation Roger de Spelberch, qui nous finance à hauteur de un peu plus de 120 000 € par année. L'argent de la fondation va entièrement à des agences de communication. Entièrement. Tout le reste, c'est que des bénévoles. Il n'y a que des bénévoles qui font les choses. Donc en fait, on est exactement dans la même situation que toi. On n'a pas un copec pour avoir un salarié. Enfin, je crois que toi, tu as décroché des sous pour avoir un salarié. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Je te dis pas que je suis pas en train d'essayer de changer les choses. Je suis en train d'essayer de faire en sorte qu'on ait une équipe de permanents parce que on a beaucoup grandi, que ça devient juste impossible pour moi de continuer à financer. Et donc, voilà. Et l'idée d'avoir des adhérents et des cotisations? Ouais, c'est une idée qu'on a eue, évidemment. Je suis hyper transparent. Hein. Donc aujourd'hui, les seuls adhérents sont tous membres du conseil d'administration. Donc on n'a pas d'adhérents en dehors des membres du conseil d'administration. Pour une raison toute bête, c'est que l'idée qu'on aimerait privilégier, c'est d'avoir des grandes sociétés qui nous financent. Ou des grandes familles qui nous financent. Pourquoi? Parce qu'on veut être libre. Donc on voudrait avoir du financement sans les contraintes qui sont imposées si on fait, par exemple, des demandes de subventions à l'État ou autres, qui vont guider complètement la façon dont on développe les choses. Or, on essaye de faire les choses un peu différemment, donc si on se crée des contraintes, ça ne va pas. Donc, c'est difficile d'être libre, et c'est pour ça que pour le moment, voilà. Donc, oui, alors, on a fait du crowdfunding, tu vois, on a fait, par exemple, on essaye de financer nos webinaires par du crowdfunding. On a levé 3 800 €, sauf qu'un webinaire nous coûte aujourd'hui 1 700 €. Donc, chaque soirée, c'est 1 700 €. Ouais, ça nous coûte 1 700 €. Ouais. Pourquoi ça nous coûte 1 700 € ? Parce que, en fait, du coup, je compte le temps que passe Karine. Je compte aussi toutes les licences et tous les outils qu'on utilise et nos abonnements. Les abonnements, ça nous représente à peu près 400 € par mois. Voilà. Et puis c'est le cumul de tout ça qui fait qu'on essaie de faire un job très professionnel, mais du coup ça coûte. Et puis. Et en même temps, on pourrait aussi imaginer que chaque participant, quand nous regardons ces dessins assez extraordinaires, se dire qu'on peut aussi faire une participation financière, c'est-à-dire en même temps qu'on s'inscrit, on peut imaginer, moi je suis pas heurtée par ça, parce que quand on voit que chaque webinaire c'est 1 700 €, on a pas mal quand même. Oui. On a fait le choix de ne pas créer une barrière à l'accès à ce qu'on fait par l'argent. Et peut-être qu'un jour on fera appel on aura des adhérents.
Aujourd'hui, on aimerait être sûr de quel est le modèle économique par lequel on va être financé. Et j'espère que tout ça sera clair d'ici le mois de mars. Je poursuis. Alors, l'idée sur la déstigmatisation, il y a un premier axe qui est d'arriver à parler au grand public à travers des témoignages, de l'explication, de l'information par rapport à la maladie et des conseils parfois, conseils qui ne sont pas prodigués par nous, mais qui sont prodigués par des professionnels. Et tout ça, essayer de le faire à travers des médias. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu des choses qu'on a réalisées. En fait, généralement, nous ne les signons pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Brut, sur Convini, sur Télématin. On est derrière, on a été sollicité. Cet été, par exemple, j'ai été sollicité 3 fois par RFI. On est sollicité, on ne cherche pas à mettre en avant la marque ou les journées de la schizophrénie ou Positive Minders, parce que l'objectif, c'est d'arriver à déstigmatiser. Si on demande une contrepartie aux médias, bah, ils nous disent non, bah, tant pis. Je suis bien placé pour le savoir parce que je suis au conseil d'administration du groupe Le Monde et c'est le seul groupe qui ne publie strictement rien de tout ce qu'on fait. Parce qu'ils ont peur que ça représente une sorte de contrepartie au fait que je sois impliqué dans l'organisation. Alors, ça donne quoi? Ben, ça donne des choses comme ça. Je vois dans mon oreille, comme si ça chuchotait fort. Et à partir du moment où on entend une voix dans son oreille, aussi réalistement, bah, c'est qu'on est psychotique. J'ai commencé à être malade vers mes 15-16 ans et je m'en suis pas du tout rendu compte. Je savais que j'étais mal, mais je pensais que tout le monde entendait des voix. C'était un peu comme les pensées, elles me disaient ce que je faisais, ce que je devais faire, elles me prévenaient, elles me dictaient un peu ma vie. C'était comme si quelqu'un commentait ma vie sans cesse. C'est vraiment le jour de mes 18 ans, enfin à mes 18 ans, où on m'a dit bah, « vous êtes schizophrène ». Je l'ai pris tout de suite comme une défense en mode on m'accuse, on me dit que je suis malade, je ne suis pas malade et c'est parti en énorme délire de complot contre moi et de délire de persécution, etc. J'ai été hospitalisée, on m'a expliqué bien thérapeutiquement les choses et en fait j'ai commencé à dialoguer de plus en plus avec les soignants et les patients. Et en fait, j'ai vu que non, une maladie, c'était pas une tare. La schizophrénie, c'est un ensemble d'hallucinations, donc auditives, visuelles et olfactives, même sensorielles parfois. Ça peut être accompagné de délire, donc de sortie de la réalité. C'est un gros choc ou un fort traumatisme qui va faire que ça va déclencher la maladie dans notre cerveau. Mais là, on est sensible à la voir dès sa naissance. Je vous passe pas toute la vidéo. Elle n'est pas beaucoup plus longue, mais d'abord, Cynthia, elle aurait dû être là aujourd'hui. C'était positif ce matin, ce qui fait qu'elle n'est pas là. Elle vous fait un petit coucou. L'idée, c'est de montrer que, en fait, quand on témoigne, et quand il y a un immense contraste entre l'idée que les gens se font de la maladie et la réalité de la personne qui l'explique hyper clairement, avec une certaine émotion qu'on peut ressentir. Et pourtant, Cynthia, son principal problème, c'est l'émotion. C'est très fort. Et ça fait vraiment passer le message. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que si vous parlez maintenant à beaucoup de jeunes autour de la schizophrénie, dans des classes comme ça, la plupart disent avoir vu une de ces vidéos, que ce soit Cynthia, que ce soit Jason, que ce soit Lucille ou d'autres. Le message est très très bien porté par les personnes qui le vivent. C'est ça. Même si certaines des choses qui sont dites ne sont pas forcément totalement correctes. Mais c'est leur perception et c'est leur vérité. Donc une vidéo comme ça, celle-ci, elle a fait 3,2 millions de vues en 3 semaines. Il y a eu
4800 partages, 1400 commentaires. La seule chose, c'est qu'une vidéo comme ça se prépare. Parce que il faut que la personne soit prête à cette exposition. Donc on ne peut pas l'improviser. En revanche, le truc sympa qu'on a, c'est qu'on a plusieurs centaines de jeunes qui, aujourd'hui, se sont déclarés auprès de nous en disant ben, « je suis prêt à le faire ». Je suis prêt à le faire sur une vidéo, je suis prêt à le faire dans un article de journal. Il y en a certains qui sont très bien rétablis. Ce n'est pas le cas de Cynthia. Cynthia, elle est régulièrement hospitalisée. Cynthia, elle a toujours des vraies difficultés. En revanche, Cynthia, quand elle va bien, elle a des capacités incroyables. Il y a d'autres personnes qui ont témoigné, qui ont fait des centaines de milliers de lecteurs dans des journaux, qui n'arrivent pas à sortir de chez eux, qui n'arrivent pas à parler avec un journaliste tout seul. En revanche, ça ne veut pas dire que les histoires ne sont pas aussi fortes et qu'ils n'ont pas envie eux-mêmes de déstigmatiser. Alors voilà, les journées de la schizophrénie, du coup, c'est dans les différents pays, et dans les différents pays, il y a des supports médias. On a eu, si on prend que l'exemple de 2021, qui n'est pas forcément la meilleure année compte tenu des histoires de Covid, mais on a quand même eu, pendant les journées de la schizophrénie, 66 interviews. À chaque journal, on propose une interview différente, une histoire différente, des scénarios différents, pour que, justement, ils n'aient pas l'impression qu'ils ne sont pas originaux en publiant des interviews qu'on leur propose. On a eu 118 retombées médias en tout, et ça a été réparti entre les différents pays. Il y a à peu près 200 millions de personnes qui ont vu ou lu ces publications. Et puis, alors pour revenir sur la question de l'argent, Maxime, si on avait dû payer de la pub pour faire la même chose, ça aurait coûté 500 000 €. C'est le coût pour arriver à faire ce genre de choses. Ce qui est le budget pour un lancement d'une petite voiture. Non. Cette partie-là nous a coûté 20 000 €. Après, on met aussi en place des campagnes de déstigmatisation. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être déjà vu Schizo, vous avez peut-être vu le repas de famille ou la campagne 2021 autour des 3 innovations. L'idée, c'est d'arriver à toucher du public de façon indirecte, en abordant le sujet, mais pas de façon frontale, parce qu'il y a plein de gens qui n'acceptent pas d'avoir un message frontal. C'est l'exemple peut-être de ce je vais passer à celui-là, toc, de Schizo, pardon. Je m'apprête à vous raconter l'histoire du lycée français La Source et d'une jeune étudiante qui y a fait sa rentrée. Son prénom, Alice. À cette époque, elle a à peine 16 ans. C'est une adolescente dynamique, curieuse et souriante. Tout commence lors de sa rentrée en seconde. Ce tout nouveau lycée international ouvre ses portes aux meilleurs étudiants français et étrangers après 2 ans de travaux. Pour Alice, c'est un nouveau cadre, de nouveaux enseignants, un nouveau quotidien. La rentrée se déroule sans problème. Alice, Manon et Anastasia deviennent les meilleures amies du monde très rapidement. Mais alors que les cours s'enchaînent, l'enthousiasme de la rentrée s'efface. Dans cet établissement ultra-moderne, certaines choses intriguent Alice. Ce sont tout d'abord les différentes sonneries qui rythment sa journée, des sons étranges qui semblent parler aux étudiants. Ce sont également toutes les caméras de vidéosurveillance qui épient sans relâche la vie du lycée. Alice s'interroge. Est-elle la seule à remarquer ces faits très étranges ?
semaines passent et Alice remarque que certains étudiants ont un comportement de plus en plus étrange, rythmé par les sonneries de l'établissement. Chaque jour apporte de nouveaux éléments. Une source naturelle s'écoule sous l'école et est à la disposition des seuls étudiants du lycée. Ces mélodies influent-elles sur le comportement des élèves? Quels secrets renferment ces portes verrouillées? À la cantine, sa nourriture a un goût étrange. Quel est ce sombre secret caché dans les entrailles du lycée international La Source? Quand elle s'approche de la vérité, on lui diagnostique des symptômes de la schizophrénie. Il n'y aurait rien d'étrange dans cette école. Ces hallucinations sont provoquées par sa maladie. Alors que ces troubles schizophréniques ne font plus aucun doute, un indice lui fait clairement comprendre qu'il y a autre chose derrière la façade de cette école. Mais qui peut la croire? Et surtout, peut-elle se croire elle-même? Voilà, le concept de schizo, c'était de faire penser à une série américaine et de parler avec réalisme de la maladie à travers 5 minutes, même pas 5 minutes, 4 minutes de vidéos qu'on a essayé de produire avec une bonne qualité. Et puis, peut-être, si j'ai un peu de chance, il y aura Benjamin Morgan qui va nous rejoindre tout à l'heure. Benjamin est producteur. Il produit une petite partie des émissions de télé que vous regardez sur différentes chaînes, en fait. Avec son collègue Lionel Dutemple, ils sont à l'origine de petites émissions comme Les Guignols de l'info, des petites choses comme ça que vous avez peut-être regardées. Tous les deux, ils ont vu Schizo et ils nous ont proposé une aventure assez incroyable, de produire Schizo en 3 saisons de 6 épisodes de 52 minutes. Alors ça, c'est un peu inatteignable pour nous parce que il faut savoir que 1 minute d'une série comme ça coûte 15 000 €. Donc pour revenir vers toi, Maxime, là, on va coincer un petit peu. Mais ça produire. C'est les producteurs qui payent, qui peuvent payer. Oui, exactement. Alors, on a fait aussi une côté et on paye pour qu'on fasse des documentaires et des séries sur ça. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que eux peuvent payer une partie, mais il faut trouver un diffuseur. Il faut d'abord trouver un diffuseur. Donc, les discussions sont en cours avec des gens comme Amazon, Arte ou M6, d'autres. Voilà. Mais voilà, c'est le genre de projet qui nous permettrait en fait d'agir un peu plus largement pour déstigmatiser la maladie. Je vais passer ça. J'ai déjà parlé des interventions en classe. On a en fait développé tout on parle de santé mentale dans les classes et on a développé tout un matériel, toute une logique, une méthodologie. Et on met ça à disposition de groupes qui souhaitent déstigmatiser localement. Parce que nous, localement, on n'a pas de ressources, en fait. On a des bénévoles, on a 600 bénévoles, mais ce n'est pas les bénévoles tout seuls qui peuvent le faire, c'est souvent les organisations locales qui le font. On a aussi les webinaires. Vous avez peut-être déjà participé à des webinaires. Les webinaires, ce qui est pas mal, c'est qu'on arrive à toucher beaucoup de monde avec cette méthode-là. L'année passée, en fait, de avril à avril, on a eu 1,2 million de minutes regardées
webinaires. Ce qui représente pas mal. Et c'est 8000 personnes différentes, en fait, qui ont regardé. Le concept est d'avoir une session de 2 heures. On va peut-être faire évoluer ça parce que ils vieillissent vite. Hein. Ces techniques-là, elles vieillissent vite. Et puis, l'idée, c'est d'avoir des intervenants au profil varié avec 50% d'expertise technique et puis 50% d'expertise expérientielle. Je vais aussi passer Anna, qui parle pourtant super bien de nos webinaires. Nous avons également, notamment au cours des journées de la schizophrénie, pas mal de conférences. Cette année, c'était tout en virtuel. L'idée, c'est de faire du virtuel, mais aussi de faire du physique. Et là, le but, c'est plus du but de formation. Donc, c'est des sujets assez ciblés. On a des MOOC. Alors, ce n'est pas nous qui développons le MOOC tout seul. On a participé au développement. Après, on fait en sorte qu'il y ait du monde. On a formé 1200 personnes par année sur les 2 dernières années. Donc, on a certifié, ou du moins, ce n'est pas nous, c'est les écoles ont délivré 2400 certificats sur ces 2 années sur la base du MOOC du rétablissement, se rétablir un vrai délire. Et puis, je parlais tout à l'heure d'un congrès international qu'on a appelé Technopsy. On va refaire des congrès internationaux comme ça sur d'autres thématiques. Mais ça donne la chance aux chercheurs de diffuser leurs recherches vers des cliniciens, mais aussi vers des personnes concernées, des proches, des publics auxquels ils n'ont pas du tout accès d'habitude. Puis enfin, au niveau de la dissémination, on a pas mal de matériel de vulgarisation. L'idée, c'est de faire en sorte que si tout le monde veut avoir accès à l'information de la recherche, c'est des fois un peu crypté. Donc l'idée, c'est de simplifier les choses, mais de faire en sorte, même si c'est simplifié, que les personnes arrivent à comprendre toute la complexité de la recherche. Et puis, on a également des recherches qu'on essaye de mettre en pratique. Par exemple, le plan de crise conjoint, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler des directives anticipées. Voilà, le plan de crise conjoint, c'est une adaptation des directives anticipées spécifiquement à la psychiatrie. C'est quelque chose qui a été développé au Canada au départ, qui est venu en Suisse. Et puis en Suisse, ils avaient besoin d'un coup de main pour pouvoir le disséminer, aider à faire de la formation digitale et tout ça. Et donc il y a eu 2600 personnes qui ont été formées, et 350 formées en e-learning, 350 qui ont été formées en physique. Ce sont que des professionnels de santé, et ça s'est fait au cours des 12 derniers mois. Voilà, donc nos 3 grandes activités, c'est déstigmatisation, formation, dissémination. Et dans chaque activité, on a des actions récurrentes et puis des projets. Je ne parlerai que d'un seul projet en plus, qui est dans le domaine de la déstigmatisation, qui est le projet des JO 2024. Notre envie, notre intention, ce qu'on aimerait arriver à faire, c'est de faire en sorte que la campagne des JO 2024 mette en avant, comme l'a décidé Tony Estanguet, la santé, mais plutôt que la santé physique, la santé mentale. On a des pistes. Je ne peux pas dire que c'est fait, mais on est arrivé à convaincre un certain nombre de personnes qui peut être clé dans ce choix. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été trop long? Oui, j'ai sûrement été trop long. Les ateliers Mercure, qu'est-ce que c'est? Alors, les ateliers Mercure, Pauline, qui en est présidente, va vous en parler. Excellent. Bonjour à tous. Alors, les ateliers Mercure, c'est un think tank qui a été cofondé par une équipe pluridisciplinaire de soignants il y a maintenant 2 ans, dont Thomas fait aussi partie, à ma gauche, Thomas Cantalou.
L'objectif des ateliers Mercure, c'est un think tank qui propose des manières complémentaires de solutionner le système de santé dans sa globalité. Donc on s'est intéressé à déstigmatiser la santé mentale et développer une culture de promotion de la santé mentale cette année. Et en parallèle, il y a toute une partie communication où l'objectif, c'est de transmettre une manière positive et encourageante de voir la santé et de passer d'un concept de santé qui est tout dans le curatif, dans le médical, vers une société qui est beaucoup plus basée sur promotion de la santé et prévention. Merci Pauline. Je vous en prie. Et comme je disais, en fait, on ne fait rien tout seul. Donc les JO 2024, pour être tout à fait honnête, c'est une idée de Pauline. Ah, les ateliers Mercure, en fait, c'est un. Tu peux aller sur le site. C'est un groupe de jeunes d'abord. Il faut être jeune, mais tu fais encore partie de la catégorie. Moi, c'est un groupe qui n'est pas physique, qui est plutôt virtuel. Et vous êtes répartis un petit peu partout en France, mais aussi à l'étranger. En Belgique. On est une soixantaine pour l'instant. Voilà, et la plupart, vous avez un cursus médical. La moitié. La moitié. La moitié, on est dans le paramédical ou le médical. Voilà. Comment ça se passe? Et qui pouvait proposer les solutions? Il y a plein de questions. Je ne veux pas voler la vedette de Jean-Christophe. Non, non, mais vas-y. C'est un des rôles, en fait. Différentes organisations se connaissent. C'est le but. Alors, du coup, comment ça se passe? On est là bientôt, on a notre soirée de rentrée, par exemple, le premier. On va rassembler énormément de personnes. Et l'idée, c'est de réfléchir à quelles sont nos priorités de travail sur l'année. Et une fois qu'on a identifié des thématiques en fonction des gens qui sont motivés pour rejoindre les groupes, on fait toute une partie benchmark, identifier toutes les solutions pour répondre à une problématique précise en santé qui existe dans les autres pays ou dans les autres domaines que la santé. Par exemple, on allait regarder ce que faisait Thales ou l'armée pour réorganiser les équipes de soins à l'hôpital pour que ce soit beaucoup plus centré sur l'utilisateur. Ensuite, il y a toute une partie, on va aller interviewer des gens qui sont concernés par cette thématique. Donc on prend par exemple développer la promotion de la santé mentale en France. On est allé interviewer énormément de gens qui sont concernés de près ou de loin par cette thématique-là, autant dans l'école, petite enfance, dans l'entreprise, etc. Et puis ensuite, on a toute une phase de brainstorming. On va mélanger tout ce qui est problématique qui ressort, solutions qui peuvent être amenées. Et à la fin, il y a toute une partie de rédaction à penser quelles sont les personnes qui peuvent répondre, quelles sont les propositions qu'on pourrait pousser et qui n'existent pas encore. Et on les rédige, on les challenge, on les fait challenger par des gens qui connaissent beaucoup mieux que nous, parce qu'on ne se positionne pas du tout en tant qu'experts. Et ensuite, derrière, on a toute une partie de communication où on va rencontrer les gens, échanger avec eux, débattre, pousser les propositions et faire en sorte que les gens s'en emparent aussi. Les premiers en fait, les groupes de réflexion qu'on appelle maintenant de façon moderne les think tanks, il y en a plusieurs en France, il y en a plusieurs dans chacun des pays. Et on est en train d'essayer de construire un réseau de think tanks qui réfléchit à différentes problématiques. En général, ils ne sont pas positionnés spécifiquement sur la psychiatrie. La psychiatrie rentre dans l'ensemble du champ. Et l'idée, c'est qu'en faisant ce réseau, on aille plus vite, qu'on accélère. Enfin, du coup, c'est un peu le credo de Positive Minders, qu'on accélère le changement. Le changement, il a plein de blocages après. Il y a des questions des idées, puis il y a le fait d'arriver à faire que ces idées deviennent concrètes. Et là, on peut peut-être faire quelque chose avec les think tanks. Alors du coup, pour revenir aux journées de la schizophrénie, c'est un ensemble d'actions, mais c'est surtout quelque chose qu'on arrive à faire parce que on a 600 bénévoles, mais ces 600 bénévoles, ils ne sont pas forcément spécifiquement rattachés à Positive Minders. En fait, c'est souvent via les partenaires que des gens s'intéressent aux journées de la schizophrénie et du coup s'impliquent dans un événement, dans une activité, un peu de logistique. Pas forcément
quelque chose un investissement qu'ils font tout le long de l'année. C'est ponctuel la plupart du temps. Mais c'est 600 personnes qui s'impliquent dans l'organisation quasiment à chaque fois qu'il y a les journées de la schizophrénie. Partenaires qui sont répartis sur les différents pays. Alors il y a des pays où on a plus. Si on prend le Togo, on n'en a que 2. C'est pas beaucoup, mais en même temps, je ne crois pas qu'il y en ait d'autres localement. Hein. Et il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de psychiatrie au Togo. Il n'y a pas beaucoup d'associations au Togo. Il y a des centres de prière. Et compte tenu des pratiques qu'ils ont, c'est difficile de les avoir comme partenaires. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas avec eux. Ces partenaires, c'est pas que des acteurs dans la psychiatrie. En fait, on a des partenaires qui sont dans le domaine de la culture. On a, par exemple, beaucoup de chorales. On a des chanteurs, on a des sportifs, des clubs de rugby. On a même le club champion d'Europe de football américain. Bon, en même temps, ils sont 8 en Europe, donc ce n'est pas un truc extraordinaire, mais on les a. On a des municipalités, il y a pas mal de municipalités, par exemple, qui changent les éclairages de la municipalité au moment des journées de la schizophrénie. On a des associations de patients, de proches. On a évidemment des commerçants qui font des thématiques dans leurs magasins, qui font de la distribution du tracting, de la distribution de flyers. On a des bars-restaurants. En fait, on imprime souvent des sets de table et les bars-restaurants font en sorte que, du coup, tous leurs clients puissent voir ça. On a pas mal d'écoles et d'universités et d'autres. Alors, les journées de la schizophrénie, c'est une fusée à 3 étages. On a la partie événements, donc, du coup, qui sont organisés par les partenaires. Nous, on fournit plus des aspects logistiques, des aspects de communication. Des fois, par exemple, les événements digitaux, on a beaucoup de partenaires qui ne savent pas monter un événement digital. Donc, on le monte avec eux pour qu'ils gagnent en autonomie et qu'eux puissent organiser des événements après. Mais bon, on assure la logistique qui est nécessaire. On a également les expériences interactives, comme Schizo, comme les autres, le repas de famille ou autres. Et puis, on a la relation avec les médias, où on a une agence de com qui parle aux médias, en fait, et qui pousse toute la préparation qu'on a faite, parce que là, actuellement, l'un de mes principaux soucis, c'est d'arriver à trouver de nouvelles personnes qui sont d'accord de témoigner pendant les journées de schizophrénie du mois de mars l'année prochaine. Et puis, comme partenaire aussi, on a ces fameuses agences qui font la com, en fait, avec qui on travaille la com. Donc, c'est surtout Sika qui fait la stratégie. On a Vedesk qui s'occupe de toute la relation avec la presse. Il s'occupe aussi des réseaux sociaux. L'imagerie film, c'est eux qui ont tourné toutes les images que vous avez vues avant. Full Story et Akaru, on en a travaillé avec eux sur 2 projets qui étaient plus des sites web. Et puis Gardeners, c'est ceux qui viennent de sortir le site de Positive Minders. Des questions par rapport aux journées? Pour vous, c'est clair? Bon. Vous êtes venus pour que je vous explique ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc ça serait peut-être le moment, étant donné que ça fait déjà 1h10 que je vous raconte des trucs qui n'ont rien à voir avec le sujet. J'aurais aimé que Loïc de Sika puisse venir vous expliquer ici, mais il se trouve qu'il donne un cours aujourd'hui à Lyon, et donc du coup, il ne pouvait pas venir. Je vais quand même demander de vous faire un petit coucou. Bonjour, Loïc Martinez, directeur de création. J'espère que vous allez bien. Je suis désolé, je ne peux pas être présent avec vous aujourd'hui, mais j'ai tenu à laisser ce petit message. J'ai eu l'immense plaisir de travailler sur cette campagne 2022 des JDS, que vous allez découvrir dans quelques minutes. Après avoir travaillé sur les campagnes 2020 et 2021, j'espère que ce cru
sera un grand cru et que vous serez enjoué après la présentation de Jean-Christophe. Ce concept a été pensé pour créer les conditions d'un engagement massif, avec des codes pour le moins surprenants. Je vous laisse découvrir. À bientôt. Alors, ce que je dois préciser, c'est que Loïc a travaillé sur 3 concepts. Ces 3 concepts ont été présentés il y a 1 semaine et demie au conseil d'administration qui a choisi un concept. Donc, on est vraiment dans du concept et encore pas du concept très élaboré. On est au début de toute l'idée. Donc, vous avez le droit de le critiquer, vous avez même le devoir de le critiquer parce qu'il faut qu'on l'améliore. D'abord, on a choisi, pour briefer Loïc, on a choisi une thématique. Et vous savez qu'en France, mais aussi dans d'autres pays, il y a des élections présidentielles l'année prochaine. Vous savez aussi qu'il y a eu j'ai dit il y a eu. Bon, je vais dire, il y a eu le Covid, et qu'à la sortie du Covid, on a remarqué qu'il y avait pas mal de jeunes qui avaient en fait un vrai besoin de s'engager, en termes d'actes citoyens, de s'engager auprès d'associations, de faire des choses. Et donc, on a choisi comme thématique la citoyenneté, qui n'a pas trop à voir avec la schizophrénie. Donc, il fallait arriver à cadrer un peu mieux. Donc, on est allé vers l'acte citoyen, ce qui nous rapproche peut-être un petit peu de la schizophrénie. Et on a ajouté encore une logique à ça. Et on a dit, bon, témoigner positivement, ce que je vous ai dit au début de l'histoire, c'est déstigmatiser. Déstigmatiser, c'est un acte citoyen, on est d'accord. Donc, témoigner positivement est un acte citoyen. Donc, on va faire en sorte qu'on témoigne positivement. Mais vous avez vu Cynthia, elle fait très bien le job. Donc, qu'est-ce qu'on change? Ce qu'on veut changer, c'est qu'on veut avoir 25 000 vidéos de déstigmatisation. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, on l'a fait par les médias avec quelques morceaux choisis, quelques histoires choisies. On aimerait que la population, massivement, elle s'engage pour déstigmatiser. Et on pense que ça va permettre de commencer à faire tourner la roue un peu plus largement. Et alors, j'ai présenté ce concept-là à Flavie, qui est notre conseil, enfin c'est une bénévole dans l'association, et qui, c'était hier soir, et elle m'a dit, le problème Jean-Christophe, c'est que tu ne vas pas y arriver. Et après, je lui ai raconté l'histoire, et j'espère que comme elle, vous allez être convaincus. Alors, quand on s'est fixé cet objectif, on est quand même parti de références. Vous avez déjà tous entendu parler de TikTok? Ouais. Vous avez tous entendu parler de la Journée de la femme? Ouais. À l'occasion de la Journée de la femme en 2019, au mois de mars, ça tombe bien, j'aime bien le mois de mars, Au Féminin s'est associé avec TikTok pour faire une campagne qui s'appelait « J'ai le droit ». Ils ont fait 27 000 vidéos, 14,3 millions de vues. J'ai pris cette campagne comme référence parce que la meilleure campagne, le meilleur challenge de TikTok sur ce sujet, en termes de déstigmatisation, c'est 4 milliards de vues. Mais bon, c'était en Chine, donc je me dis qu'on ne va pas y arriver. Alors, il faut prendre un angle, et on a choisi de prendre l'angle des nouveaux super-héros. Avec une sorte de credo, si je suis arrivé jusqu'ici, imagine jusqu'où toi, tu peux aller. Alors après, il y a un peu de langage à la Loïc, où il nous dit des choses qu'on ne comprend pas complètement. C'est donc une expérience digitale qui transforme chaque personne qui témoigne en super-héros face à la maladie. Je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire derrière, mais il y a une sorte d'esprit.
on va faire du digital pour faire tout ça. Alors, l'objectif, c'est d'arriver à inciter tous ceux qui sont concernés en tant que personnes concernées, ou en tant que proches, ou en tant qu'amis, ou en tant que prof, ou en n'étant pas du tout concernés, à témoigner d'un moment où ils se sont sentis super-héros. Mais c'est des brefs moments. Ils ne sont pas super-héros tout le temps. L'idée, c'est d'être vraiment un super-héros à travers peut-être une grande action. Quelqu'un qui est arrivé au moment où quelqu'un, je ne sais pas, pensait au suicide. Quelqu'un qui est arrivé au moment où il y avait une décompensation. Ou quelqu'un qui va simplement dire, moi je suis arrivé à sortir de chez moi. Et ça, jamais j'aurais cru pouvoir y arriver. Donc c'est des fois des grandes actions, mais des fois c'est des actions qui peuvent paraître relativement simples. Quand elles sont racontées avec l'expérience, ça change tout. Et pour déstigmatiser, pour être extrêmement crédible, on n'a pas forcément besoin d'être un excellent interlocuteur. Et donc, dans toute cette masse, nous, on pense qu'on va arriver à ressortir des vidéos tout à fait extraordinaires. Et au-delà des personnes qui sont concernées, on invite aussi des jeunes à faire des opérations de déstigmatisation parce qu'ils ont envie de les faire, sans même eux-mêmes être concernés, parce qu'ils peuvent très bien apprendre sur la maladie, ils peuvent très bien pitcher un regard, pitcher une déstigmatisation, sans être eux-mêmes concernés, parce qu'ils sont citoyens. Alors, le dispositif qui va être derrière, c'est un dispositif qui s'appuie sur un film de promotion, film TV et cinéma. C'est un dispositif qui se base aussi sur un site. Et bien sûr, on va utiliser les codes de la communication, donc on va tricher. Sur ce site, on va exposer des histoires, des petites histoires, puisque c'est 1 minute 30, mais des histoires qui seront vraiment extraordinaires et qui auront vraiment été travaillées. Ce sera les vraies personnes, et ce sera les vraies personnes qui auront été accompagnées par des maîtres de l'art oratoire. Vous connaissez ces concours d'éloquence ? On va prendre les meilleurs des concours d'éloquence pour coacher des professionnels, des proches et évidemment des patients, pour qu'ils arrivent à ressortir le plus fort de leur histoire. Jusqu'à aujourd'hui, on a raconté des histoires, mais les histoires ont été drivées par les journalistes finalement. C'est les journalistes qui se sont dit « Oh tiens, je veux creuser ça ». Mais pour chacune des personnes qui a témoigné, on peut travailler quelle est la partie qui va avoir la plus d'émotion, qui va avoir la plus de signification. Attention, on ne veut pas transformer les histoires. On ne veut pas romancer les histoires. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est d'arriver à faire passer le message. Donc on va accompagner une vingtaine de personnes pour pouvoir faire ça. Ils vont être évidemment postés sur le site. C'est ce qui va permettre aussi de démarrer en fait la boucle TikTok et Snapchat. Et puis enfin, on se lance le challenge d'arriver à présenter la maladie à la télévision à travers une émission, mais plutôt que de présenter la maladie comme ça se fait traditionnellement, on explique les symptômes, on explique. L'idée, c'est de raconter plein de petites histoires de super-héros. Alors, Loïc a déjà travaillé sur une hypothèse de la façon de raconter l'histoire pour le film de promo cinéma et télé. Alors, juste pour que ce soit clair, quand on fait de la promo cinéma et télé dans un budget de 100 000 € ou 120 000 €, on n'a pas la possibilité de payer de la diffusion au cinéma et à la télé. Donc,
Ce que je ne dis pas quand je parle de nos budgets, je ne dis pas qu'il y a plein d'entreprises qui nous donnent des choses. Typiquement, sur les dernières années, TF1, M6, Canal+, nous ont donné de la diffusion. C'est-à-dire qu'ils ont diffusé gratuitement ce qu'on faisait pour une valeur très nettement supérieure aux 120 000 €. On est plutôt autour de 400 000 € de dons de cette manière-là. On ne le fait pas passer, nous, dans nos comptes, pour une raison toute bête, c'est qu'en Suisse, puisqu'on est basé en Suisse, quand on fait ça, on doit payer la TVA sur le montant des 400 000 €, et puis alors si on paye la TVA, là, on est mort. Et puis, ce credo, pour le moment, qu'on trouve... En tout cas, c'est un bon départ. Si je suis arrivé jusqu'ici, imagine jusqu'où toi tu peux aller. Alors, il y a une vraie difficulté à avoir du témoignage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont d'accord de témoigner, mais qui ne sont pas d'accord de témoigner à visage découvert. Donc, on va se plonger dans un environnement Marvel, à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on va habiller les personnes. Alors, en bas, c'est des exemples de ce qu'on peut faire dans les habillages aujourd'hui. Mais nous, on va plutôt s'inspirer de l'environnement Marvel, donc des bandes dessinées de super-héros, pour habiller éventuellement le corps, mais éventuellement aussi le visage. L'avantage de cet environnement, c'est qu'effectivement, on peut masquer les gens. Mais ce qui est important, c'est que ce soit incarné. C'est-à-dire que la force du message, elle est décuplée quand elle est incarnée. En revanche, il ne faut pas que le fait d'incarner empêche des personnes de témoigner. Voilà. Donc du coup, on joue avec cet environnement super-héros et on va aussi habiller les voix, du moins ce sera possible d'habiller les voix de manière à ne pas avoir de personnes qui se sentent reconnues. Enfin, j'ai parlé des vins qui vont être exposés sur le site, puis probablement participer à l'émission de télé. Mais il faut aussi que les gens qui font le challenge, ils trouvent un retour, une certaine exposition. Donc, on va payer de la diffusion pour que leur vidéo soit énormément vue. Mais on va aussi faire des partenariats. J'ai mis TEDx, ce n'est pas du tout garanti, mais faire des partenariats avec des acteurs qui donnent la parole à ces personnes qui ont des messages incroyables. Enfin, avec tout cet environnement super-héros, on va essayer de faire les décors pour le plateau télé. Reste à convaincre la chaîne de télé. C'est pour ça que j'aimerais bien que Benjamin arrive, là, juste maintenant, que je puisse lui dire, tiens, dans ta prochaine émission télé, il va falloir que tu nous réserves un concept. Alors ça, c'est évidemment la trame des journées de la schizophrénie, mais derrière cette trame, il y a les événements, ça reste hyper important. Ces événements, ça peut être plein de choses. Je ne sais pas, Karine, tu peux donner des idées, par exemple, d'événements. Prends ton micro, c'est toi qui l'as. Oui, bon alors du coup oui, on fait beaucoup d'événements pour les journées de la schizophrénie, donc on peut faire, voilà, comme expliquait Jean-Christophe, donc des matchs de foot avec des présentations, des fois il y a des regroupements un petit peu VIP, alors on en profite pour faire des présentations à différentes associations locales. On a fait aussi des pièces de théâtre. On a également des partenariats avec des galeries marchandes et puis donc voilà, que ce soit Mercialis, enfin ce genre de choses. Donc on peut être au niveau national assez présent dans les galeries marchandes pour aller au-devant des personnes et puis parler au grand public. Et puis donc on a fait aussi des concerts. On a eu des concerts qui ont eu à peu près 1000 personnes voilà, avec des associations toujours locales ou voire des collèges ou des écoles qui participent et qui font, voilà, des chorales et qu'on profite pour faire un beau spectacle pour la région. Et puis et nous, on en profite aussi pour parler de la maladie aux jeunes et puis à leurs parents. Donc voilà, on a tout plein d'événements de ce genre, que
que ce soit sportif, culturel, des grands événements grand public. Une des choses que vous devez savoir, c'est que c'est très compliqué d'organiser un événement. Et donc, c'est beaucoup plus simple de se greffer sur un événement existant. C'est-à-dire qu'en réalité, quand vous allez voir une association, toutes les associations pour vivre, je ne sais pas, que ce soit un club de tennis, un club de rugby ou une chorale, ont besoin d'événements. Ils vivent mal en ce moment, mais comme on a dit que c'était terminé, le fait de s'associer aux journées pour un événement, eux, ça leur amène un nouveau public. Ça leur amène une nouvelle visibilité. Et éventuellement, ça leur amène de nouveaux moyens, parce que souvent, ce qu'on organise, c'est des prises de vue un peu professionnelles ou des prises de son un peu professionnelles. Et c'est tous ces éléments-là qui vont les intéresser dans le partenariat. Et donc, du coup, c'est très simple d'arriver à aborder... En l'occurrence, je ne sais pas, j'ai une nièce qui joue au basket. Du coup, je lui ai dit, est-ce que tu peux en parler à ton coach? Elle en a parlé à son coach, et puis il y a un événement qui se crée. Voilà. C'est simple, en fait. C'est juste dans ces relations-là, parce qu'on connaît des gens qui sont dans tel ou tel club, et puis qu'on propose, et qui disent oui, et voilà, ça fait un événement. Ce qui est bien, c'est que les gens qui viennent à l'événement ne viennent pas pour... entendre parler de schizophrénie ou de bipolarité. D'ailleurs, on a plein d'événements qui ne sont pas centrés sur la schizophrénie et ça n'a strictement aucune importance. Les journées de la schizophrénie sont un prétexte pour déstigmatiser. On n'a pas besoin d'être focalisé sur la schizophrénie. Donc c'est un prétexte. Eux viennent pour de la musique ou du sport. Et du coup, ils sont particulièrement attentifs quand on leur propose quelque chose en dehors. Et en plus, on touche un public qui est vraiment tout public. Alors, au-delà de ça, on va aussi organiser un congrès l'année prochaine. Congrès qui sera autour des neurosciences, de la compréhension du fonctionnement du cerveau. Mais cette compréhension n'a aucun intérêt dans notre contexte si on n'arrive pas à en déduire certains bénéfices thérapeutiques. Donc quand je dis bénéfices thérapeutiques, en fait c'est on comprend mieux comment fonctionne la cognition. Et du coup, on comprend qu'il y a des techniques pour pouvoir contourner les difficultés de cognition. Je ne suis pas en train de parler de comment on invente des médicaments, puisqu'on n'a pas inventé de médicaments depuis 40 ans. Voilà. Donc l'idée est d'arriver à faire un congrès autour de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandent, de patients et de proches, qui demandent à comprendre le fonctionnement du cerveau un peu plus dans le détail, mais qui aimeraient aussi comprendre quelles sont les solutions pour eux. Et on ne peut pas dire quelles sont les solutions pour eux. Ce qu'on peut dire, c'est qu'est-ce qui a été compris du fonctionnement du cerveau et qu'est-ce qui a été compris de comment on peut contourner les difficultés de ce fonctionnement. Puis enfin, on aura une campagne médiatique comme d'hab, j'allais dire. Voilà pour le concept. J'ai peut-être encore un... Ouais. Concernant le concept des journées de la schizophrénie l'année prochaine. Et j'aimerais bien avoir vos retours, ce que vous en pensez. Attention, Maxime, à parler. Non, déjà, je commencerai par expliquer, parce que moi, je vous connais depuis longtemps. Et moi, je ferme les yeux, là, j'entends Didier Meillan, il y a 2 ans, qui me vend des trucs de dingue tout le temps et où il ne se passe rien, en fait, après. D'accord. Et moi, j'aimerais bien que les choses avancent vraiment. Moi, ça fait 4 ans que je crée mon asso, que je me bats, que je suis moi-même concerné, que je vais en clinique tous les 6 mois à cause de ça aussi en partie, parce que je vois des gros poissons autour de moi qui veulent soi-disant faire aider tout le monde, mais qui au final pensent qu'à leur gueule. Donc j'aimerais bien que les choses bougent en psychiatrie en France. C'est maintenant ou jamais, en fait. Là, il faut qu'on se serve de tout ce qui se passe, de la présidentielle, pour mettre en place des choses. Mais quand on voit qu'encore maintenant,
Par exemple, quand on a la hache, on peut pas se marier avec quelqu'un qui a plus de 2000 euros. Moi, c'est mon cas, par exemple. Je dois oublier le seul argent que j'ai là, en ce moment, parce que Madame Cluzel, c'est dingue, quoi. Donc, j'aimerais bien qu'au lieu de faire plein de belles choses comme ça, qu'on se concentre tous et qu'on avance, en fait, les uns avec les autres. Et pas juste les... Parce que, en fait, ce qui est le problème en France, c'est que les gros assos, comme la vôtre et comme celle de M. Meillerand, sont gérés par 2 personnes qui ne sont pas malades et qui sont... Ok, très bien. L'un est dans le conseil d'administration de Le Monde, l'autre chez Vivendi, donc très bien. Ok, ils ont du moyen, ils appellent leurs copains, mais au final, concrètement, qu'est-ce qui bouge? Voilà. Et après, sur ce qui est de super-héros, moi étant concerné, Lucille étant concernée, que je connais depuis 5 ans, vous dites ça à Lucille, jamais de la vie, elle se prend en vidéo pour être une super-héros. Je pense que c'est pas du tout ça qu'il faut faire. On est justement des êtres normaux. Voilà. Il n'y en a pas besoin d'être un super-héros pour exister. On a besoin de considération. Je ne suis pas directement concernée par la maladie, mais je vois des patients tous les jours. Et ce que je peux voir justement, c'est que je trouve le concept intéressant, et je pense que j'en parlerai avec pas mal de mes patients, très honnêtement. Parce que... Non, c'est pas infantiliser là justement, c'est un peu sortir un petit peu du carcan où il n'y a pas de capacité, alors que si vous avez énormément de capacité comme tout le monde, ça je suis tout à fait d'accord avec toi, et justement un petit peu de montrer sous un autre aspect, parce que les gens ne s'imaginent pas ce que c'est de vivre avec des voix, de vivre avec des interprétations. Et non mais je parle, les gens en général, la population générale ne sait pas. Et non, parce qu'ils arrivent à gérer malgré les voix. C'est ça, c'est comme ça que... Bah, je sais pas, moi j'ai envie de croire à ce pari en tout cas, parce que je pense que vraiment les difficultés, qu'elles soient au niveau des conditions sociales, qu'elles soient toutes ces difficultés-là, les gens s'en rendent pas compte. Mais je pense, alors après, je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a plein de choses à faire encore, que malheureusement, comme le seul truc intelligent que Buzyn ait dit, c'était de dire que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine. Ça, je suis tout à fait d'accord également. Je pense qu'il y a énormément de choses et j'espère que là, la santé mentale va être un petit peu prise en considération, et là-dessus aussi, on est d'accord. Mais je trouve que le concept là de prendre à contre-pied justement et de montrer... mais je crois que c'est pour la vidéo en fait. Ouais, c'est pour la vidéo. Tu vas voir le clubhouse, et moi je me suis retrouvé là-bas avec que des personnes d'une moyenne d'âge de 50-60 ans, qui, comme en fait dans les GEM après, parce que après ça je suis devenu bénévole dans un GEM, la moyenne d'âge était 50-60 ans facile. Et en fait j'étais là, mais comment vous voulez-vous que je trouve de l'envie et l'envie d'aller de l'avant et sortir de la maladie si je suis entouré de personnes qui ont pris 30 ans de psychiatrie et en parent pauvre de la psychiatrie? Non, en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que vraiment il faut s'adapter à l'ère du temps, et que là les jeunes ils ont besoin d'avenir, enfin d'envie quoi. Pas qu'on super. Ouais mais non, oui, ok, TikTok c'est ça. Mais l'histoire qu'on raconte c'est hyper important aussi. C'est pas juste ouais on est des super héros, on n'est pas comme les anciens qui n'y arrivent pas en fait. Non, on est juste comme tout le monde. Et malgré notre pathologie, ce qui nous donne des plus et des moins, on crée quoi, on avance quoi. En fait, Maxime, dans le concept, peut-être tu t'es concentré sur la partie où c'est des patients qui parlent, mais dans la difficulté psychique, il n'y a pas que les patients qui sont super-héros par moment. Ça, bien. Il y a les proches, il y a les professionnels, il y a plein de situations. Du coup, les gens diront hashtag schizo, hashtag parent, hashtag... Non, le concept c'est hashtag super-héros, parce que je suis contre l'identification en fait. Ouais. Le principe, c'est qu'il y a des moments extrêmement forts. C'est pas propre à la schizophrénie ou à la bipolarité, ou... Oui, mais j'ai compris, voilà. Évidemment, mais il faut le mettre bien dans la lumière. C'est juste que si vous avez les moyens de faire une grosse campagne comme ça, c'est comme Psychodon. Ils mettent des millions pour faire une soirée à l'Olympia, ça fait 67 000 vues. Oui. Ça sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. C'est des millions dépensés pour rien. Je vais pas prendre de position par rapport à Psychodon. Non, mais il suffit de regarder les stats, c'était le pire niveau de ces stars de toute l'année. C'est quand même dommage, alors qu'il y avait 50 000 stars sur scène qui étaient les stars des jeunes, soi-disant comme sur TikTok en fait. Oui. Donc je pense qu'il faut trouver le bon équilibre. Et c'est important. Oui, mais tu as raison. Et d'autre part, j'aimerais dire que... redire la volonté de Positive Minders.
la volonté, c'est d'être un accélérateur. Mais la volonté, c'est surtout pas de rentrer en concurrence avec la Maison Perchée, par exemple. Parce que la Maison Perchée, elle fait un travail extraordinaire que nous n'arriverons jamais à faire. Et on n'arrivera jamais à le faire parce qu'il n'y a que toi, Lucille, Cynthia, tous les autres, Maximilien, tous les autres qui vous ont rejoint, qui arrivent à le faire. Et je trouve extraordinaire que cette initiative, vous la maîtrisiez totalement, de A à Z. Et j'espère que vous serez financés comme nous, par des grands mécènes, et c'est pour ça que je qui vous donneront aucune contrainte. Ouais, parce que quand je vois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'autres grosses assos qui, elles, ont beaucoup d'argent, et je me dis, moi, avec cet argent, mais je te fais 5 maisons perchées, en fait. En dur, c'est quand même un truc de dingue. À un moment, il faut que... Je sais pas. T'as raison. Les gens pensent moins avec leur ego et pensent plus aux autres, quoi. Et, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, merci à vous tous. Moi, je fais ce que je peux. Non, là c'est trop tard, Maxime, tu peux plus te rattraper. Non, juste moi mon sentiment là-dessus, et franchement je vais prendre ma casquette perso parce que la casquette pro ici, je pense qu'on s'en fiche, elle est pas forcément importante. Je pense qu'il y a plein de points d'entrée dans la sensibilisation, dans la déstigmatisation, dans les changements du système psychiatrique en France, que ce soit du côté des personnes concernées, des proches, des parents et des jeunes. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, à écouter cette campagne, on cherche un point d'entrée auprès d'une partie du grand public. Alors évidemment, ça révolutionnera peut-être pas les pratiques psychiatriques en France sur les 20 prochaines années, mais peut-être qu'on aura mis un peu de plomb dans la cervelle de personnes qui côtoient au quotidien des personnes ou des gens dans leur famille. Si ça arrive déjà à faire ça, à mon avis, c'est une petite victoire. Après, j'entends la frustration qu'il peut y avoir derrière, mais je pense que tu peux pas demander à une campagne, peu importe les moyens qui lui sont attribués, de résoudre tous les problèmes et d'être parfaite de A à Z, tu vois. Ils essayent, tu vois, et c'est pour ça que moi, je pense... souvent comme toi, j'ai un esprit très critique sur les choses qu'on me présente, parce que je me dis, mais attends, est-ce qu'on peut pas le faire autrement et tout. J'essaye de corriger ça chez moi, et je vous invite à tous le faire, parce que il faut essayer. Et pour recentrer la question, je vais demander pourquoi pas Instagram, en fait, qui est quand même le plus gros réseau social utilisé dans le monde aujourd'hui. Ouais, en fait, je vais te dire, aujourd'hui, probablement, Loïc m'a dit Instagram que Instagram. Donc, probablement, tu as raison. Et probablement, on va changer. Je ne pas avoir raison. Non, mais probablement, on va changer. La raison pour laquelle j'ai pris l'axe TikTok aujourd'hui pour vous présenter, c'est que je n'ai pas trouvé l'équivalent de « j'ai le droit » sur Instagram. Et l'autre truc, c'est que j'essaye, parce que j'ai pas assez, contrairement à ce que pense Maxime, j'ai vraiment pas assez de fric. Donc, j'essaye de voir quel est le réseau qui a le plus de chances de nous aider à faire en sorte que ça marche. Et il se trouve qu'il existe un TikTok for good, et il n'existe pas un Instagram for good. Instagram appartient à Facebook, et Facebook a un charity fund. Ils ont pris une stratégie pour l'Europe d'arroser les associations. C'est-à-dire, il y a le maximum d'associations qui peuvent toucher des fonds de Facebook. Je n'ai pas vraiment compris quel était le moyen facile d'y arriver. Il se trouve qu'il a fallu que je passe par ces fameux gens vachement bien placés pour avoir, mais j'ai obtenu 5 000 €. Or, ce que TikTok peut proposer, ça a plutôt une valeur de 200 000 €. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'axe TikTok. Mais ça se trouve, TikTok va nous envoyer paître. Et du coup, on se retrouvera sur Instagram avec nos 5 000 €. Après, un hashtag, il peut vivre sur plusieurs réseaux sociaux également. Hein. Ah mais complètement. Probablement, j'ai trop simplifié. Et oui, tu as raison, sûrement. Et de nouveau, c'est un concept tout neuf que je vous présente, qui va être modifié plein de fois. Il y a des trucs qui me dérangent aussi dans la façon
Parce que j'ai dit qu'on peut habiller en super-héros, mais en fait, je suis assez sensible à ce que Maxime me dit. Je ne veux pas que ce soit une façon d'associer un regard erroné en fait, sur la maladie. Donc voilà, c'est aussi pour ça que on a tout un tas de gens qui réfléchissent et que je suis content de confronter l'idée avec vous. Yes, merci. Merci. Moi, je trouve intéressant. Après, je pense qu'aussi, on est dans une société très clivante, où je comprends que vous ayez le recours aux super-héros. Je l'entends comme ça. Et j'entends aussi ce que dit Maxime, qui est touché par le fait que c'est des difficultés qu'on vit au quotidien. Et du coup, de le transformer en quelque chose de positif, de joyeux, ça donne une forme de détachement qui peut sembler aussi un petit peu hors sol par rapport à une réalité douloureuse. Après, moi, donc, je suis soignante, je suis psychologue ici, et moi, je suis venue là, donc je travaille avec les patients schizophrènes depuis 15 ans, avec des résultats qui sont en moyenne plutôt bons. Après, ils ne sont pas toujours, pas toujours le résultat qu'on espère, avec des gens qui se réinsèrent, qui vivent normalement, voilà, comme nous tous, avec des moments difficiles, des moments plus faciles. Et ma difficulté, moi je suis venue ici un peu pour trouver un réseau parce que moi les patients, je sais ce que je peux faire avec mon travail maintenant, le travail de réinsertion, réhabilitation, de retrouver un sens à sa vie, de rebondir, de refaire du lien social avec ce que dit Maxime. En effet, moi les jeunes au Clubhouse, non. Voilà, et donc on est un peu empêché, un peu entravé parce qu'on a un manque de réseau. Moi, je suis vraiment venue dans cette démarche-là en me disant, je suis à l'hôpital, je suis en libéral, ça fait 15 ans que je fais ce travail-là, je suis très contente de faire ce travail-là. Je suis vraiment contente, il y a vraiment des aventures incroyables humainement. Maintenant, je suis entravée parce que dans tel hôpital de jour, on ne prend pas tel genre de profil. À tel endroit, on ne va pas pouvoir aider votre patient. Non, il fume du cannabis. Donc en fait, si vous voulez, moi je suis un peu embêtée parce que je trouve à un moment, en dépit de mon réseau qui est satisfaisant, je trouve, je peine finalement à aider les patients que je rencontre. Les cas individuels. Les situations qui sont individualisées, personnalisées, qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Le Clubhouse, c'est génial et ça correspond à une population. La Maison Perchée aussi. Enfin, je veux dire, mais la question d'orienter, de trouver et d'avoir le bon interlocuteur, etc., aujourd'hui, c'est une plaie, y compris pour moi qui suis là-dedans, spécialisée en schizophrénie, encore une fois, thérapie comportementale et cognitive schizophrénie depuis 15 ans, quoi. Donc je me dis, pour des plus jeunes débutants, pour des parents, pour des patients, je me dis, mais comment font-ils ? C'est un peu... en fait, vous racontez la réalité du terrain. Oui. Voilà. La réalité du terrain, elle est extrêmement différente en fonction des localisations. Et c'est ce qui est extrêmement injuste. En fait, vous avez la chance de tomber malade à tel endroit, et tout se passe bien. Vous avez la malchance de tomber malade à tel endroit, et tout se passe pas là. Et en fait, le concept de Positive Minders, au-delà de la déstigmatisation, c'est d'enlever les barrières aux soins précoces et au rétablissement. Dans ces barrières, il y a notamment le fait que toutes ces approches, elles ne se disséminent pas, ça n'évolue pas en fait. Il y a des gens qui sont convaincus d'une chose, il y a des gens qui sont convaincus d'une autre, il y a des problèmes de moyens, il y a tout ça. Ce qu'on essaye de trouver, c'est comment arriver à mettre un peu plus en lien toutes les actions qui visent à changer. Faire en sorte que chacune des actions qui visent à changer puisse avancer un petit peu plus vite. Mais on ne le fait pas en donnant de l'argent, on le fait en facilitant des choses. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous parlez de la réhab. Est-ce que vous savez qu'en Normandie, il y a un projet qui s'appelle Normandie Réhab ? Ce projet,
il vise à donner accès à toute personne vivant en Normandie à la réhab qui lui convient. C'est un projet qui est mené par Perrine Brazeau. Perrine, elle fait partie de notre conseil d'administration, c'est pour ça que j'en parle. Et en ce moment, on essaye de monter un concept pour que... C'est bien que tout le monde ait accès, mais il faudrait que tout le monde sache que ça existe. Voilà, donc on est en train de monter un concept de com pour faire en sorte que le travail de Perrine, il soit réellement utilisé. Mais c'est micropuscule, quoi. Enfin, c'est plein d'actions qui doivent se mettre ensemble. Voilà. Ouais, après, et moi, nous, on apporte... Il y a 15 ans, j'étais aussi dans le groupe de travail de Fondamental, qui a 15 ans, donc, qui est un gros truc, une grosse machine psychiatrique, avec les centres experts, visant à évaluer, alors initialement les troubles schizophréniques, Asperger, autistique et puis bipolaire. Donc au début, moi ce qui me plaisait, c'était justement la partie clinique, thérapeutique qui pouvait y être associée. Et finalement, eu égard la répartition des fonds, les budgets qui sont alloués tout le temps à la recherche en fait, finalement la partie thérapeutique et pratique, la psychoéducation, la thérapie comportementale et cognitive, etc., a été réduite à peau de chagrin. Et maintenant, ils ne proposent plus que des évaluations en disant très bien, allez voir Mme Rousselet, allez faire le groupe de machin, allez faire... mais il n'y a pas de place. Et en fait, à un moment, on est là dans un truc où on sait évaluer, on sait dire ce qui... Vous parliez de des neurosciences appliquées. Maintenant, c'est vrai, on sait plein de choses, énormément de choses. Et il y a plein de groupes qui sortent de protocoles de soins, de machin, dans tous les sens, des trucs plus ou moins pertinents. Bon, ça, c'est après chacun de voir. Mais tout ça, ça noie tout le monde, les professionnels comme les usagers. Et surtout, quand on trouve le truc qui nous conviendrait, on se retrouve en face de personne le fait, ou la personne qui le fait n'a plus de place. Ou voilà. Et donc, je me demandais dans quelle mesure... Alors, moi, je pose mon problème, je me posais mon problème. Je suis pas forcément... Je vous demande pas de trouver une solution aujourd'hui, ni quoi que ce soit, mais la question de ce réseau, en fait, de spécialistes. Je vois que vous avez Catherine Bortolon, avec qui on fait partie d'un même réseau. Mais comment est-ce qu'on articule finalement ce réseau? Parce qu'à chaque fois, on est plein de bonne volonté, mais finalement, les gens, les patients sont en errance 5 ans, 10 ans, 15 ans, parfois plus, avant de trouver une structure qui leur convient. Donc, alors, moi, je peux pas dire ce à quoi... comment les choses peuvent se débloquer un peu partout. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des vrais problèmes de ne pas avoir assez de professionnels qui sont au courant de ça. C'est-à-dire que vous dites, on est submergé de nouveaux protocoles et tout ça. Je peux vous donner des listes complètes de professionnels qui n'ont jamais vu un protocole. Jamais. Moi, je les forme. Et le problème, c'est qu'ils ne s'y intéressent pas du tout. Et donc, notre approche, c'est de dire, donnons le pouvoir à celui qui en a besoin. C'est-à-dire que si les patients connaissaient ces protocoles, ils pourraient demander aux professionnels qui vont voir d'avoir ces protocoles. Et si les professionnels qui n'évoluent pas se retrouvent confrontés systématiquement à des patients qui leur disent « mais moi je veux avoir ça », ils vont être obligés d'évoluer. C'est un petit peu la question d'arriver à créer l'offre en fonction de la demande. Aujourd'hui, le pouvoir il est entre les mains des professionnels. Qu'ils veuillent avancer ou qu'ils veulent pas bouger. Et aussi de la structure. Moi, je fais du sur-mesure, je fais des visites à domicile, des trucs comme ça, parce que mes chefs me l'autorisent. Ils me disent vas-y. Oui. Voilà. Ça, c'est pas. Mais ça, c'est parce que vous êtes dans la structure. Dans plein de structures, c'est pas possible. Parce que les chefs, ils savent même pas que ça peut avoir un effet. Quand on parle de déstigmatisation, un des premiers axes, c'est d'arriver à déstigmatiser auprès des professionnels. Vous avez plus de 50% des professionnels en France qui déclarent la schizophrénie une maladie chronique qui ne peut pas être traitée par autre chose que des médicaments. Ils n'ont donc aucune idée de ce que c'est que la schizophrénie et des protocoles qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et quand je donne un cours, j'ai aussi des psychologues et des psychiatres qui me disent « je n'ai jamais vu de patients schizophrènes ». Je dis « bah oui, c'est non, pas possible. Vous en avez vu, mais vous ne les avez pas vus ».
Vous les avez vus, mais vous n'avez pas vu. Oui. Et donc, il y a un vrai sujet tout le monde a vu dans sa vie des personnes qui souffrent de schizophrénie ou de bipolarité, parce que c'est une proportion de la population qui fait que, de toute façon, quand vous allez à l'école, vous allez côtoyer plus de 100 élèves, et sur ces 100 élèves, il va y en avoir en moyenne une personne qui va être schizophrène, une personne qui est bipolaire, une personne qui est borderline, donc voilà. Toujours pour dire qu'il y a des très jolies histoires de patients qui écrivent et qui sont sortis de la pragmatisme, et voilà, des jolies histoires de patients qui sont devenus parents, qui bossent, qui ont eu des concours, voilà. Il y a des très jolies histoires à raconter et qui pourraient rentrer là-dedans, mais après, voilà, une fois qu'on a sensibilisé, et je comprends bien votre démarche, et déstigmatisé, il y a aussi tout un mouvement pour rendre les choses disponibles, faisables, dans lequel moi je veux bien m'intégrer, d'ailleurs, si vous en êtes d'accord, mais bien si vous avez des noms de soignants, moi je veux bien les former, je forme régulièrement sur la schizophrénie et thérapie comportementale et cognitive, mais déjà de pouvoir avoir un réseau de gens qui s'y intéressent, quoi. C'est tout le sens de l'action de formation. L'action de déstigmatisation, un des points qui est hyper important dans la stigmatisation, c'est que la stigmatisation, ça touche aussi beaucoup les patients. Enfin, l'autostigmatisation, c'est un vrai problème. Et donc, pour l'avantage qu'on a dans le canton de Vaud, pour revenir au canton de Vaud, c'est qu'on a une histoire qui est longue maintenant, depuis 2003. Et on a des jeunes qu'on est allés voir au lycée, ou des gens qui étaient à l'université ou qui ont participé à des activités des journées de la schizophrénie, qui sont tombés malades après. Et qui sont venus nous dire, en fait, j'ai reconnu qu'il y avait quelque chose qui déconnait, parce que ce que j'entendais autour de moi, je ne le voyais pas moi, mais ce que j'entendais autour de moi, ça ressemblait à ce dont vous aviez parlé. Et c'est ça qui a fait que j'ai accepté de l'aide dès le début. Dernière chose, par rapport au témoignage et à la campagne, donc je suis très d'accord que c'est important, parce qu'on est beaucoup à l'avoir fait à la Maison Perchée, ça a énormément aidé les gens. C'est plus une ouverture, parce que moi à la base, je ne sais pas si vous savez, j'avais créé Bipolaire et Fier, et après c'est après avoir rencontré Lucille qu'on a créé Schizophrène et Fier, et après la Maison Perchée. Donc je vous demande en ouverture, ok, on parle tout le temps des journées de la schizophrénie, mais les journées de la bipolarité qui sont même pas quelques jours après, on en parle très peu. C'est le 30 mars, et pour la première fois l'année prochaine, on fera une action pour les journées de la bipolarité. Pour une raison... alors, d'abord, quelle est la raison pour laquelle on est parti des journées de la schizophrénie? Au départ, il y a l'ILO, et à l'époque, c'était une association de proches uniquement autour de la schizophrénie. Et puis on a grandi, on a découvert le reste. Il y a deux écoles. Il y a une école qui vise à parler de tout en même temps et d'appeler ça la santé mentale. La santé mentale, déjà, c'est de la santé. En principe, c'est pas quand tu vas pas bien que tu parles de santé. Donc, nous, on a choisi de plutôt parler des troubles psychiques. La raison pour laquelle on est resté sur le nom journée de la schizophrénie, c'est que il nous semble qu'on a créé un rendez-vous, qu'on arrive à accéder aux médias, et que si on casse ça, on risque de retomber assez bas. L'autre chose, c'est que, il faut dire, la schizophrénie, ça marche pas mal pour interroger les médias. Donc le terme schizophrénie. Donc on l'utilise, mais on essaie de l'utiliser à bon escient, alors qu'eux auront plutôt tendance à l'utiliser à mauvais escient. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait ça. Maintenant, dans notre organisation, dans notre conseil d'administration, on a plus de personnes qui souffrent de bipolarité que de schizophrénie. Et c'est le cas depuis longtemps, parce que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, oui, bien sûr, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on va faire pour la première fois quelque chose. Je ne peux pas te dire quoi, parce que je devais avoir un rendez-vous à midi, un déjeuner avec Argos et Fondamental pour discuter de ça. Pour cause de Covid, parce qu'ils ont été testés positifs, on a annulé rendez-vous. Mais ça va se faire. Très bien. Et encore, on a tendance aujourd'hui, je crois, à parler de beaucoup plus de troubles psychiques
psychique ouais. que identifier ce qu'ils ont. Ouais. Alors, vous avez raison, et du coup, donc oui, Madame dit qu'on a plus tendance à parler de troubles psychiques que de bipolarité et de schizophrénie. Et quelle est l'utilité de poser une étiquette? Alors, à titre personnel, l'importance du diagnostic, le diagnostic est peu important. Mais dans la perception du grand public, est extrêmement important. Et donc, ce qu'on déstigmatise, ce n'est pas les troubles psychiques en général, mais c'est bien des maladies identifiées. Aujourd'hui, le sens du terme bipolarité et du terme schizophrénie, il y a certainement des médecins dans la salle, pour moi, et je crois selon beaucoup d'études, ça n'a pas beaucoup de sens. Et la meilleure démonstration, c'est que vous avez quand même 50% des patients qui changent de diagnostic au cours de leur vie. C'est très normal, puisqu'un diagnostic, c'est le reflet simplement de symptômes qui s'expriment pendant une certaine durée. Si vous avez à un moment de la vie des symptômes qui s'expriment et puis d'autres symptômes qui s'expriment un peu plus tard, bah peut-être que vous allez changer de diagnostic. Donc c'est juste un constat. Ce n'est pas vraiment la même chose que ce qu'on appelle diagnostic dans une maladie somatique. Pour moi, tout ça devrait être changé. Mais il faut changer pour mieux. Il y a une initiative en ce moment de changer le terme schizophrénie. À titre personnel, je ne suis pas en faveur de cette initiative, pour une raison toute bête. C'est que si on veut changer pour mieux, il ne faut pas remplacer un mot par un autre. Il faut trouver quelque chose qui apporte quelque chose dans la prise en charge, dans la précocité. Voilà. Donc pour moi, l'initiative à l'heure actuelle, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau qui va, en revanche, le jour où on aura mieux compris comment on prend en charge, va bloquer un changement qui est nécessaire. Je prends la parole. Oui. Je représente une association française qui s'appelle Schizo-Oui et qui est centrée sur la schizophrénie. Donc nous sommes particulièrement intéressés justement par le focus de la schizophrénie, puisque souvent la schizophrénie, eh bien, elle est diluée parmi d'autres maladies mentales. Et donc voilà, notre intention, c'est de travailler pour la schizophrénie. Je vais vous raconter une petite histoire à propos de Schizo-Oui. Vous ne savez peut-être pas, mais en 2007, on a reçu une lettre du président de Schizo-Oui à l'époque, ou de la présidente, je crois, qui nous a écrit en disant « Nous avons vu qu'en Suisse, il y avait des journées de la schizophrénie, qu'il y a une silhouette qui a été dessinée, qui est là, ici, et nous aimerions organiser de notre côté un événement. Est-ce que vous nous autorisez à utiliser le terme journée de la schizophrénie et la silhouette ?» Vous êtes donc la première association qui a fait cette demande, et depuis, il y en a 250 qui ont suivi. Bravo. Dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que notre association qui a été créée en 98, donc il y a déjà plus de 20 ans de ça, justement aujourd'hui, elle souffre un petit peu d'obsolescence et du fait que la plupart des adhérents sont des personnes d'un certain âge. Nous avons la particularité qu'il y a beaucoup de patients dans notre association, alors que dans de nombreuses associations, il n'y a que des familles, des proches. Et donc nous avons à peu près un peu plus de 300 adhérents, dont 80 sont des patients, et la plupart d'un certain âge. Et au cœur de nos activités, il y a donc une permanence qui fait de l'écoute active auprès de personnes qui nous appellent au niveau national. Peut-être un petit 10% d'appels internationaux francophones, mais essentiellement de toute la France. Et nous identifions justement la précocité de nombreux nouveaux cas qui sont bien plus jeunes que ce qu'on est habitué de voir. Donc, en voyant un petit peu votre programme pour l'année prochaine, pour les journées de la schizophrénie, je pense que vous avez vraiment visé et ciblé une population qui est vraiment importante au niveau de la communication, les jeunes. Trouver le bon format, forcément, c'est difficile. On entend différentes opinions, mais l'essentiel de votre stratégie, je pense qu'elle
elle est elle est formidable, je pense, et nous serions ravis de pouvoir vous accompagner dans ce projet si nous pouvons contribuer. Bien sûr que vous pouvez contribuer. Déjà, vous êtes en train de contribuer, vous me faites vachement plaisir. Non, alors, plus sérieusement, c'est très, très important ce que vous dites. Et c'est peut-être des premiers signes. En fait, ce qu'on a constaté en Suisse, c'est que de parler beaucoup de schizophrénie et d'utiliser des moyens un peu détournés comme on utilise, que ce soit de la vidéo, du témoignage et des choses comme ça, effectivement, il y a des personnes qui cherchent de l'aide beaucoup plus tôt. À Lausanne, pour donner une idée, sur les 10 premières années, on a constaté un rajeunissement des premiers diagnostics de 4 ans. 4 ans, c'est la durée moyenne avant diagnostic. Donc, ce qui veut dire qu'à Lausanne, la prise en charge précoce, elle est vraiment précoce maintenant. L'autre chose, c'est que le nombre de personnes suivies pour schizophrénie a énormément augmenté. C'est pas que qu'il y a plus de personnes qui souffrent de schizophrénie, c'est juste que les personnes qui en ont besoin sont suivies. À côté de ça, il y a plein de problèmes à Lausanne. C'est pas que c'est la panacée, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 barrières qui sont arrivées à tomber. Une barrière à la précocité et une barrière au suivi. C'est ce qu'on essaye de répliquer à l'international et rien ne prouve que ça va marcher. Mais voilà. En tout cas, si vous avez des plus jeunes, c'est un signe. Très bien. Eh bien, on aura l'occasion, je pense, volontiers. de parler. Est-ce qu'il y aurait encore une dernière question? C'est juste pour faire une petite remarque. Du coup, vous disiez... Alors, du coup, moi, je représente l'association Les Funambules et Jeff Psy, normalement, qui est présidée par Hélène Daftian, qui pouvait malheureusement pas être là. Elle s'en excuse. Alors, c'est vrai que nous, c'est un peu différent parce que nous, on part pas du patient, parce qu'on part des frères et sœurs ou des enfants. Du coup, effectivement, c'est ce qui est intéressant, c'est que comme nous, on essaye de toucher une population qui va de 7 à 25 ans et sur Jeff Psy de 11 à 20 ans. C'est vrai que le format des vidéos, même nous, c'est important parce que nous, on se rend compte que c'est très difficile d'aller vers les jeunes, surtout ceux qui ne sont pas malades, qui ont un parent malade. Et effectivement, le fait qu'il y ait des témoignages, qu'il y ait des formats un peu vidéo, c'est un peu le format qu'on trouve un peu plus aujourd'hui pour eux. Je trouve que c'est hyper intéressant. C'est vrai que je rejoins ce que disait Maxime, juste sur l'appellation super-héros, mais ça, c'est à titre personnel. Ouais. C'est vrai que je ne sais pas si ce terme-là serait le terme le plus adapté parce que je pense qu'on est aussi dans une période où on a tendance à être beaucoup dans un aspect très positif des choses au point où c'est comme à une époque où on survictimisait aussi sur, par exemple, les traumas parce que je travaillais dans le traumatisme, c'est pour ça la comparaison. Mais c'est vrai que d'aller dans un extrême ou un autre, ça risque effectivement Alors je vois que c'est pas du tout le but de ce que vous voulez faire, mais j'ai peur que ça dénature effectivement certains témoignages et que le but effectivement c'est pas de les mettre en super-héros, mais c'est de montrer justement que ce sont des personnes comme super normaux, pourquoi pas. Et moi justement c'est pas bête ça. Mais je trouve ça c'est pas bête. J'aime beaucoup en tout cas. Et c'est vrai que par exemple pour les... Tu sais que nos consultants sont bénévoles, hein, mais volontiers. Mais c'est vrai que du coup, à la super normaux, j'aime beaucoup aussi l'idée parce que c'est vrai que par exemple, nous, pour les jeunes, alors pour l'instant, moi, je vois plus de jeunes adultes que d'adolescents qui viennent nous voir. Parce que justement, et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous ferez là-dedans, parce que dans les témoignages, comme vous disiez, des proches, je sais que par exemple, certains jeunes qu'on voit, ils ont été tellement habitués qu'on parte du parent ou du frère et sœur malade qu'ils n'ont pas l'habitude de parler d'eux sous le prisme de la maladie en disant moi, qu'est-ce que je vis ? Et peut-être qu'effectivement, si vous avez des vidéos de proches qui parlent de eux, ce que ça leur fait et comment eux se sont sortis de l'impact que ça a. En fait, je pense que ce serait une super, du coup, ça c'est quelque chose dans les... J'aimerais beaucoup arriver à passer des partenariats avec des universités pour pouvoir générer ces vidéos. Parce que dans les classes, c'est beaucoup plus ça qui ressort. En fait, on parle de jeunes, et les jeunes vont parler de leur propre situation et pas qu'ils souffrent de telle ou telle chose, mais plutôt que leur maman, ils n'ont jamais eu une connexion parce que justement elle souffre de telle ou telle chose, ou ils vont dire qu'ils se sentent totalement abandonnés parce qu'ils ont un frère qui souffre d'un trouble psychique. Voilà. Donc les vraies problématiques des fratries en fait.
Et je pense que si on arrive à travailler dans la masse, on devrait arriver à avoir ce genre d'axe. Ça me paraît hyper important. Et ce que vous faites avec GFC est extraordinaire. J'ai eu l'occasion de pousser la plateforme sur différents médias et voilà, je pense que... Oui. Mais je ne sais même pas quelle heure il est en fait. Ok. Ben, merci infiniment. Il y a un petit apéritif, si vous voulez, qui est arrivé, je pense, avec des boissons et je vous remercie infiniment.